ensemble dans ce lieu, qui est un lieu destiné aux chevaux, mais nous allons probablement parler d'autres espèces aussi, pour que je vous explique comment j'en suis venue à communiquer avec les animaux, comment on peut faire. Alors bien sûr, on n'allait pas faire le tour de toute cette question qui est quand même assez complexe et assez riche en une soirée, mais je vais vous donner des indications que vous pourrez bien sûr essayer de refaire chez vous, c'est l'intérêt. Et puis aussi, pourquoi on entreprendrait de communiquer avec son animal, son chien, son cheval, les renards qui sont dans vos terrains, et d'autres espèces encore. Donc vraiment, c'est le but de la soirée. Vous aurez un temps pour poser des questions si vous le souhaitez. Et bien sûr aussi pour écouter les réponses, pour faire vos commentaires par rapport à ce parcours dont je vais vous parler ce soir. Je suis Anna Evans, je suis vétérinaire depuis de nombreuses années maintenant, depuis 1982. J'ai travaillé dans la région, ici dans le sud-est de la France, et puis dans d'autres régions, et puis aussi dans d'autres endroits de la planète, comme vétérinaire, avec des animaux de compagnie, avec des animaux de ferme, avec aussi des animaux sauvages. Donc j'ai eu un parcours de vétérinaire assez varié. Et puis j'ai aussi eu d'autres activités qui ont été peut-être un peu moins directement liées au terrain, mais des activités de vétérinaire quand même. Et au cours de ce parcours, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a un jour offert un livre tout à fait banal, c'était pour me remercier d'avoir soigné son chien. Et ce livre s'appelait « Des bêtes et des hommes », peut-être vous en avez entendu parler, c'est un livre un peu ancien qui a été écrit par Allen Boone, un Américain, et qui a été traduit en français aux éditions d'Angle. Et dans ce livre, l'auteur racontait comment il a été en relation télépathique, il ne s'expliquait pas très bien comment, avec un chien dont il avait la garde. Et donc cet animal avait des comportements étonnants. Par exemple, quand l'auteur du livre, qui est aussi auteur dans la vie, donc pensait qu'il allait falloir le sortir, qu'il allait s'arrêter un peu, sortir de sa table de travail pour mettre la laisse autour du cou du chien et puis aller le balader, comme on fait tous et toutes quand on est en ville, c'était le cas de cette personne. Eh bien, le chien était à la porte et attrapait la laisse qui était sur un petit objet pas trop haut, et il l'attendait avec la laisse dans la gueule, alors que la personne n'avait pas encore bougé de sa table. Donc, simplement, le fait d'avoir pensé à la balade et donc au fait de le sortir. Donc il a été étonné de voir que ça se produisait d'une manière répétitive et il a commencé à faire des différents essais, par exemple à laisser le chien à lui dire, avec des mots humains, mais aussi avec sa pensée un peu amusée, un peu étonnée, bah, écoute, si tu veux, aujourd'hui c'est toi qui vas diriger la balade et puis tu nous emmènes où tu veux. Bien sûr c'était toujours avec la laisse parce que bon, ils étaient en ville, mais comme ça il a découvert des parties de son quartier qu'il n'avait jamais parcourues. Et puis ensuite, il s'est essayé, ce monsieur, à faire des communications avec d'autres animaux, des mouches, enfin toutes sortes d'animaux. Et donc, il raconte ça dans ses livres d'une façon très amusante. Et quand j'ai lu ce premier livre, Des bêtes et des hommes, j'ai été vraiment très très étonnée moi-même parce que j'avais un parcours de vétérinaire classique. À l'époque, je faisais surtout de la chirurgie et de l'homéopathie, donc je n'étais pas tellement intéressée par les aspects psychiques des animaux, bien que l'homéopathie aille un petit peu dans ce sens. Et donc j'étais complètement estomaquée de lire ça, mais j'avais l'impression que c'était pas un roman, que c'était vraiment quelque chose qu'il avait vécu en vrai, ce monsieur. Et donc je me suis dit, après tout, si lui y arrive, pourquoi est-ce que moi j'y arriverais pas? Seulement, vers la page 50 du livre, il disait, il faut se mettre en méditation, il faut faire le vide dans sa tête. J'ai essayé pendant 2 ans de faire le vide dans ma tête, plus d'1 minute. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça dans votre vie. C'était impossible. J'avais toujours une pensée ou un truc qui arrivait. Est-ce que j'ai fermé le gaz, etc. Enfin voilà, ce genre de pensée qui était là. Et donc il a fallu que j'apprenne la méditation pour vraiment apprendre à faire le vide dans ma tête. Et puis ensuite que je passe par toutes sortes d'étapes pour arriver consciemment
à pouvoir capter ce que percevait un animal. Mais en fait, cette étape-là de mon parcours avec la communication intuitive a duré 7 ans en tout. Parce que ce que je voulais, au fond, c'était me prouver que ce n'était pas possible. Et donc j'ai commencé à faire ce que décrivait Boone dans son livre, sans vraiment que ce soit une description bien précise qui permettrait à quelqu'un d'autre de le faire. J'ai commencé à faire ça avec les animaux qui étaient hospitalisés dans la clinique où je travaillais. Donc je leur demandais par exemple, est-ce qu'il y a un jardin chez toi? Et puis quand les gens venaient le chercher, je leur demandais comme ça dans la conversation s'ils sortaient dans un jardin ou s'ils allaient le sortir ailleurs. Et comme ça, j'avais un petit carnet, puis je cochais. Et je me suis aperçue au bout d'un certain temps que ça tombait juste trop souvent pour que ça soit normal. Et donc là, je commençais à me poser beaucoup de questions et à regarder toutes sortes à m'intéresser à toutes sortes de sources qui pouvaient expliquer qu'un cerveau humain pouvait avoir accès à ce genre d'informations, à ce que pense un animal, à ses émotions, etc. En dehors, évidemment, de son comportement gestuel qui explique déjà beaucoup de choses. On sait bien que si un chien grogne, c'est qu'il n'est pas content, ou si un chat va se cacher, c'est qu'il a peur. Mais là, ça allait quand même beaucoup plus loin, beaucoup plus en détail. Donc, je me suis intéressée à ça, et j'ai fait toutes ces explorations, j'ai rencontré plein de gens, des gens qui travaillent avec les peuples premiers, pour les gens qui, enfin, vous savez, les gens, les indigènes en Amazonie qui communiquent avec les plantes. Enfin bon, j'ai essayé de me renseigner dans plein de directions. Et puis à chaque fois, les scientifiques que je côtoyais me disaient, mais oui, on sait bien qu'il y a quelque chose, mais c'est au bord de notre discipline. C'est pas vraiment quelque chose qu'on explore, parce que nous, on s'arrête là, dans notre exploration. Et à chaque fois, comme ça, la communication intuitive, c'était au bord de ceci, au bord de cela, mais jamais vraiment inclus dans le processus. Mais bon, ça c'était, j'ai commencé en 88, pardon, et puis ben, j'ai parlé de la communication intuitive pour la première fois en 1995, et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai utilisé pour la première fois le terme de communication intuitive qui à l'époque n'existait pas encore. Et donc, je me suis lancée dans cette exploration au départ pour me prouver que je n'existais pas. Et puis, je me suis retrouvée avec la conclusion inverse, bien embarrassée. Bien embarrassée. Aujourd'hui, voilà, depuis 1995, j'ai utilisé cet outil d'abord en relation avec mon travail dans la médecine vétérinaire, et puis ensuite je l'ai utilisé aussi pour le partager avec d'autres, parce que je me suis rendu compte que sur la Terre, il y a des quantités énormes d'animaux qui espèrent être entendus de nous les humains, être compris, et il y a aussi beaucoup d'êtres humains qui voudraient mieux comprendre leurs animaux, et j'imagine que vous, ici ce soir dans cette salle, et puis les personnes qui nous écoutent en ligne sont peut-être intéressées par ça. Comment est-ce que je pourrais mieux comprendre mon animal, et qu'est-ce que je pourrais faire de cette relation si vraiment j'arrivais à mieux comprendre mon animal. Et puis bien sûr, on devient peut-être un peu plus intéressé par ce sujet quand on commence à avoir un animal qui aboie sans s'arrêter, on n'arrive pas à le calmer avec l'éducateur, on utilise toutes sortes d'outils, ou bien quand on a un animal qui a une peur pathologique des visiteurs et qui, le pauvre, passe 48 heures sous une armoire quand on a eu le malheur d'inviter quelqu'un à l'apéritif. Donc voilà, hein, ou bien pourquoi est-ce que tel cheval, tout d'un coup, ne veut plus faire de volte à droite, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi ça ne se passe pas bien quand on est en compétition alors que ça se passe très bien quand on est en entraînement, etc. Donc on a des tas de questions comme ça qui ne sont pas faciles à résoudre. La communication intuitive peut apporter des outils de réflexion et puis aussi peut-être d'autres approches, mais qui sont très expérimentales évidemment aujourd'hui, mais on peut espérer que la conscience humaine va continuer à se développer, que l'intérêt que nous avons pour le monde animal va continuer à évoluer pour accueillir le fait que ce sont bien des êtres sensibles, c'est-à-dire des êtres capables d'émotions comme nous,
et des êtres qui ont une intelligence. Les preuves d'intelligence, on en a tous les jours quand on côtoie les animaux et qu'on les observe un petit peu. Je ne peux que donner des exemples que je connais, mais vous en connaissez bien sûr par vous-même énormément aussi sans doute. Qu'est-ce que la communication intuitive? Comment ça marche? Et qu'est-ce que ça pourrait bien apporter à votre relation avec les animaux? C'est ça dont je voudrais qu'on parle ce soir. Maintenant, c'est un outil que je pratique donc depuis bien longtemps, depuis 1988, que j'enseigne depuis 1995, avec différents types de groupes, avec des adultes, avec des jeunes, avec des professionnels, avec des gens, voilà, des propriétaires intéressés par la vie de leurs animaux et leur relation avec les animaux. Puis donc depuis 2013, j'ai créé une fondation qui est un organisme à but non lucratif qui permet d'élargir cet accompagnement en respect de l'animal. Et donc nous avons différents projets qui sont disponibles pour la société. Par exemple, l'accompagnement au deuil, à la fin de vie d'un animal. Nous avons des psychologues qui accompagnent gratuitement ce chemin qui peut être extrêmement douloureux et qui peut être aussi vécu dans la solitude, parce qu'il y a encore autour de nous, dans la société, beaucoup de gens qui vont vous dire « mais ça n'est qu'un chien, pourquoi tu pleures? C'est qu'un chien, t'as qu'à en reprendre un autre ». Donc voilà, nous avons créé ce projet qui permet d'accompagner les personnes qui souffrent, parce que c'est une souffrance sincère et parfois extrêmement profonde. Et puis on a aussi un projet sur l'adoption des animaux pour faciliter et je dirais valoriser les personnes qui adoptent des animaux. Donc là, on met à leur disposition des personnes qui ont été formées pour ça et qui vont communiquer avec les animaux adoptés quand l'adoption est relativement récente pour les aider à s'habituer à leur nouvelle vie, pour essayer de comprendre ce qui se passe pour eux dans ces nouveaux repères, etc. Nous avons aussi d'autres projets qui sont liés plus à la recherche sur l'outil et puis des recherches appliquées aussi que vous pourrez, enfin je ne vais pas les détailler parce que vous pourrez aller voir en ligne tout ce qu'on fait. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites aussi, bon, bien sûr des projets pour les enfants à partir de 8 ans pour qu'ils puissent être en relation avec les animaux. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas le droit d'avoir des animaux à la maison parce que le mode de vie de la famille ne s'y prête pas. Et donc, on leur donne l'occasion d'être avec des animaux, on leur donne l'occasion aussi d'apprendre comment être en relation avec un animal et d'apprendre qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cet animal, comment est-ce qu'il se comporte dans sa vie sociale, etc.